Comme déjà annoncé, notre invité est Maître Eric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Avec lui, nous allons parler de la situation sécuritaire qui s'est nettement améliorée depuis 2 mois au Mali, au centre précisément. Nous allons également parler du procès Sankara, 30 ans de prison contre Blaise Compaoré, l'ancien président du Burkina Faso. Et puis on termine par cette crise entre la Russie et l'Ukraine. Macron réussira-t-il à trancher le nœud gordien? Maître Eric Emmanuel Sosa, bonjour, vous allez bien? Très très bien, Michel Tapa. On commence donc par le Mali où certains analystes disent que la situation s'est nettement améliorée au centre du pays depuis 2 mois. Information vérifiée, Maître Eric Emmanuel Sosa. Écoutez, vérifier, ce serait prétentieux de l'affirmer depuis Lomé, mais ce qui est encourageant, c'est que ce n'est pas une information qui provient du gouvernement. On aurait pu croire que c'est de la propagande et du public reportage, mais ce sont des acteurs neutres qui observent qu'il y a un mieux vivre dans certaines zones qui ne connaissaient plus la paix depuis de longues années. Surtout les populations. C'est d'abord les populations civiles, oui. On a quand même interrogé un certain nombre de personnes qui anonymement ont affirmé que leur vie s'est améliorée considérablement et que bon, ils ont moins de crainte à se déplacer et ils vaquent avec un peu plus de sûreté à leurs activités quotidiennes, qui est pêcheur, qui est vendeur de céréales. euh, et c'est autant de choses qui sont encourageantes. Alors, c'est à mettre à la type de qui, précisément, maître? Écoutez, c'est toujours comme ça. Souvenez-vous que on a déposé un chef d'État au prétexte que il était en défaillance de gouvernance par rapport à l'enjeu sécuritaire. Et c'est ce qui a valu que on le déposa et que la population se soit massivement euh, manifestée pour adhérer au forfait, c'est-à-dire le coup d'État. Donc, si aujourd'hui on observe une amélioration, bah, il est tout à fait normal qu'on impute cette amélioration au pouvoir en place et qu'on lui en donne crédit. Je pense que là, on n'a pas besoin d'être un analyste politique sophistiqué pour faire cette déduction. Maintenant, attention de ne pas tomber dans la propagande, parce que ce sont les mêmes qui sont sortis dans les rues pour applaudir le coup d'État, qui vont sortir encore dans les rues quand la vie va devenir très chère et qui ne vont plus pouvoir, comme il faut, remplir le panier de la ménagère, et, alors que la paix serait revenue quand même. C'est-à-dire que faites ce que vous voulez, il vous sera reproché toujours quelque chose. C'est la raison pour laquelle je dis même à la junte, attention, faites preuve d'humilité et de modestie. Il ne faut pas que pour des raisons de pure propagande, vous commencez à pavoiser, à vous faire passer pour des génies, des génies politiques parce que vous avez réussi ça. Il y a peut-être aussi des éléments conjoncturels qui ont amené ça. Il faut qu'on ait un peu plus de durée pour que la tendance se confirme. La paix est revenue, il faut en plus qu'elle ait de l'étendue, qu'on observe que le même phénomène se produit un peu plus haut, parce que c'est quand même le septentrion supplicié qui est le problème principal du Mali. Bon, donc quand on n'aura pas réussi toutes ces équations, il ne faudra pas venir dire ça y est, c'est bon, c'est le printemps malien, quoi. Hein, voilà. On peut également se poser la question sur qui fait le travail. Je veux parler des forces, les forces maliennes, les forces françaises, celles de Takuba ou les forces de Wagner. Écoutez, bon, vous savez, comme on dit, hein, euh, la victoire a beaucoup de parents et le- l'échec est orphelin, pardon. La défaite, pardon, est orpheline et la victoire a beaucoup de parents. C'est toujours comme ça le problème. On va vous dire, oui, bon, depuis que les FAMA,
forces armées maliennes ont repris les choses en main. Bon, comment ils les ont reprises, on ne nous le dit pas. Bon, encore une fois, ne versons pas dans la démagogie facile, hein. C'est le même personnel militaire qui a reçu l'appui technique des Français, des Européens, des Américains, qui n'a pas réussi quand même à faire le job. Parce que quand on dit, mais les Français, non, non, attendez, on ne sous-traite pas sa sécurité et sa souveraineté. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, c'est-à-dire que ça, c'est deux principes intangibles. On ne les sous-traite pas. Maintenant, si des circonstances exceptionnelles vous ont mis en position de devoir solliciter de l'aide, c'est quand même pas à celui qui vient aider qu'il revient d'assurer la totalité de la sécurité. Il vient comme force d'appui et d'appoint, mais pas pour devenir la force principale agissante. Donc, quoi qu'on dise, moi je dis, c'est l'armée malienne qui doit être en position de proue, d'accord? Et c'est l'armée malienne qui doit donner le là. Parce qu'il s'agit d'abord de sa sécurité, qu'elle n'a aucune raison au monde de déléguer à quelqu'un d'autre. Donc, s'il y a un succès, s'il se l'approprie, il le fait à juste raison. Et si ce succès lui est imputable, il faut avoir l'honnêteté de dire que c'est avec l'aide précieuse et appréciée de telle ou telle force étrangère. Et à ce moment-là qu'on les nomme pour qu'on partage ensemble le succès des opérations que nous avons menées pour reconquérir la paix et le territoire. C'est tout. Je pense là-dessus, il ne faut pas. Vu en ce moment, je pense que beaucoup de choses se passent. Il y a une certaine raideur dans l'approche diplomatique. Donc du coup, bon, on est devenu très cauteleux, quoi. On se surveille, chaque mot est pesé, sculpté. Et on vous fait à chaque fois de la chirurgie, comment dire, sémantique, quoi, hein, pour chaque mot prononcé. Non, il faut qu'on revienne à des choses relativement simples. Le Mali est en crise. Le Mali a besoin de toute l'Afrique et peut-être aussi du monde entier pour se sortir de cette crise. Ce serait complètement fou de dire que les Maliens se suffisent, que bon, au nom de leur souveraineté, il faut les laisser. Non, on va les laisser s'enliser dans ça. Et les pharmacies étaient aussi efficaces, ils auraient réussi tout seuls la chose. On n'aurait pas besoin de déverser autant de milliards pour assurer la sécurité au Nord-Mali. Et quels que soient les intérêts poursuivis par les uns et les autres, c'est parce que les Maliens ont demandé de l'aide qu'ils sont là. Donc, quand il y a la paix conquise dans une zone du territoire malien, ben, j'incline à l'imputer d'abord aux autorités maliennes, à l'armée malienne. Alors, maître, en 7 ans de brouille entre le Mali et la France politique, bien sûr, où les gens parlent même de populisme quelquefois, est-ce que cette sécurité retrouvée au centre du pays n'est pas une sorte de victoire, une petite victoire pour les forces armées maliennes ou bien pour la junte militaire au pouvoir? Oui, bah, attendez. Trouvez-moi quelqu'un dans ce bas monde qui va se plaindre de ce que, au Mali, dans certaines zones qui étaient avant difficiles d'accès et en conflit, il y a la paix. C'est ce que tout le monde souhaite pour le Mali. Parce que, attendons-nous bien, hein, ce qu'on est en train de dire, là on parle Mali, 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 mais c'est d'Afrique dont il s'agit. Et c'est d'Afrique occidentale dont il s'agit. L'Afrique de l'Ouest est malade quand un grand pays comme le Mali est en difficulté. D'accord? Donc, quelque part, moi, en tant que Ouest-Africain, je me réjouis chaque fois qu'on me dit qu'on a chassé le démon du djihadisme quelque part, ou que ce soit sur le territoire, parce que aujourd'hui, c'est nos frères maliens.
Demain, non, enfin, avant-hier, c'était nos frères burkinabés. Mais qu'est-ce qui me dit que nous autres ici, on est protégés? Je n'en sais rien. Et nous ne sommes pas ici en paix parce que nous sommes plus doués que les autres. Il ne faut pas croire ça. Il ne faut pas croire ça. Si c'était aussi facile, on enverrait des troupes togolaises très compétentes pour aller dire leurs faits à ces djihadistes qui osent venir sur le territoire malien. C'est pas si simple. C'est pas facile. C'est pour ça qu'on est bien content pour l'instant que ça ne soit pas chez nous. Donc du coup, on bombe le torse, on dit, vous allez voir, nous avons les forces de sécurité les plus agiles, les plus compétentes de la zone. C'est pour ça qu'on vient pas chez nous. Non, ceux qui disent ça sont des menteurs et de graves démagogues. Faut pas. Allez, on va parler également du Burkina Faso avec le procès Thomas Sankara. Le parquet militaire a requis mardi 30 ans de prison ferme à l'encontre de Blaise Compaoré, l'ancien président déchu du Burkina Faso, actuellement en exil en Côte d'Ivoire, est accusé d'être le principal commanditaire de l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara, et c'était en 1987. Maître, votre regard sur ce procès? Totalement satisfait. Écoutez, le praticien que je suis se réjouit complètement de ce que on ait pu faire ce procès et que les parties civiles ont été entendues et que le parquet militaire ait pu requérir. La parole est maintenant à la défense, qu'elle fasse son travail et que, en fin de compte, le Burkina Faso retienne pour son histoire que l'assassinat lâche, sanglant de Sankara et de ses 12 compères a été jugé. Quelles que soient les peines prononcées, ce n'est pas là le problème. C'est que le simple fait d'avoir jugé permet à un peuple de s'approprier son histoire et de faire la paix. Parce que avant tout, avant de se réconcilier, il faut qu'on observe que quand même quelque chose s'est passé et la justice est la clé. Vous savez, la justice, c'est la garantie de l'ordre. Voyez-vous, un pays qui ne connaît pas, ou des sociétés qui ne connaissent pas le principe de justice sont des sociétés désordonnées et ne peuvent pas progresser. Et aucune société ne progresse sans justice. Parfois, même une justice insuffisante, bancale, est préférable à la non-justice. Comprenez? Et la non-justice, c'est pas uniquement que l'impunité. La non-justice, c'est la justice défaillante, lente, désordonnée. Ça aussi, c'est pas souhaitable. Donc, oui, bravo pour les Burkinabés. Enfin, oui, Blaise Compaoré n'a jamais voulu que ce procès se tienne. Il a fallu qu'il parte pour qu'on puisse le faire. Et sa responsabilité pénale est mise en cause et complètement établie. Parce que, bon, je n'ai fait qu'en tant qu'observateur euh, écouter et lu les éléments qui étaient disponibles. Mais le parquet militaire hier, le procureur militaire a articulé de façon claire les éléments à charge, aussi bien pour Blaise Compaoré que pour Gilbert Diendéré, Jean-Pierre Palme et Yacine Kafando et à des degrés encore plus subalternes les responsabilités des uns ou des autres. On peut ne pas être d'accord avec le quantum des peines requis ci ou là, on peut critiquer à raison parfois la gradation des peines, bon, mais peu importe. L'essentiel, c'est que justice saine soit passée. Et ça, c'est quelque part une grande satisfaction. Ils écopent de 20 ans de prison, les accusés également. Oui, 30 ans a été requis. Ils n'ont pas encore écopé. C'est ce qui est demandé pour eux. C'est le délibéré qui nous dira, enfin le verdict qui nous dira quelle est la sanction finale qui a été appliquée.
Alors, Blaise Compaoré, 30 ans, peut-être parce que c'est lui qui a bénéficié de ce coup d'État, si on peut dire, maître. Non, c'est pas parce que c'est lui qui a bénéficié de ce coup d'État. Écoutez, on va arrêter de se raconter des histoires. Bon, je n'étais pas là, ce 15, ce malheureux, ce jour sombre, ce jour noir du 15 octobre de 1987. J'étais très loin, j'étais encore en train de finir mes études, euh, mais on a tous été secoués. Ça a été, comme on dit, chacun se souvient de là où il était lorsqu'il a entendu, pour ceux qui étaient nés à l'époque, lorsqu'il a entendu la mort de, Thomas Sankara, non, de Kennedy. de Kennedy. Mais la même chose s'est produite lorsque on a entendu la mort de Thomas Sankara. Chacun, tous ceux qui étaient conscients et vivants à l'époque, vous ne l'étiez pas, je suppose, mais se souviennent de comment ils ont reçu la nouvelle. C'est un coup de poing au plexus. Voyez. Et c'est terrible. C'est terrible. Et donc qu'on puisse enfin, 34 ans après, 35 bientôt, juger les faits, c'est une grande satisfaction. Ça veut dire que tôt ou tard, justice se fait quand même en Afrique, malade, dans un pays aux prises avec des coups d'État, l'instabilité politique. La justice a tenu bon, elle est restée sur ses rails et elle va à sa destination. Il faut dire que Blaise Compaoré est déjà condamné pour d'autres faits. Euh, Oui, mais vous savez quoi, sincèrement, moi, honnêtement, Ça s'alourdit pour lui. oh, vous savez, peu importe, même si on décidait d'acquitter à l'issue de ce procès Blaise Compaoré parce qu'il n'y aurait pas d'éléments suffisamment qualifiants pour confirmer sa responsabilité pénale, je crois que l'histoire l'aura déjà jugé et condamné lourdement. Donc ça, déjà, c'est une grande satisfaction. Écoutez, qu'il passe le reste de sa vie errant, fugitif, et quelque part une forme de justice rendue à Thomas Sankara, au man de Thomas Sankara. Vous comprenez? Oui, parce que ça aussi, c'est pas glorieux quand même. Pas glorieux. Avoir été chef d'État pendant... D'autres ont été beaucoup plus courageux, hein, parce que, vous savez, Bokassa, il est allé se rendre devant la justice de son pays, il a été jugé. Moussa Traoré a été jugé, il n'a jamais fui son pays d'ailleurs, il a été jugé, condamné, mis en prison et après libéré. Et il est mort dans des conditions mais totalement dignes. Bah, c'est peut-être ce que M. Compaoré n'aura pas. Et ça, il l'aura voulu. Il l'aura voulu. Il aura choisi cette indignité. Donc, quelque part, oui, c'est l'histoire qui l'aura condamné à ce qu'il est. Alors, maître, en 1987, vous pensez que Blaise Compaoré peut faire ce coup d'État sans l'appui de certaines puissances ou bien de certains pays? Oh, écoutez, moi, je ne suis pas expert en coup d'État, je ne sais pas ce qu'il faut comme ingrédient pour que ça réussisse. Mais ce que je sais, c'est que ce coup d'État est parmi les plus lâches, parce que Blaise Compaoré était connu du monde entier comme étant le quasi-frère de Thomas Sankara. Et c'est pour ça que la lâcheté de l'acte est répugnant, parce que, bon, mais vous voyez, c'est à vous désespérer à jamais de faire confiance en politique. C'est celui avec qui vous mangez tous les jours, avec qui vous dormez littéralement, et qui vous plante un coup de poignard dans le dos et on va dire c'est à cause de telle puissance, etc. Mais sincèrement, je m'en fiche que ce soit une puissance étrangère qui soit derrière le coup. C'est lui qui l'a voulu, ou alors on s'est servi de lui, et ça aussi c'est grave, et ça aussi c'est lâche. Vous voyez, c'est ça. Si on veut faire surtout pour quelqu'un comme Sankara, qui pour moi est un Africain exceptionnel. Il a été, vous voyez, comme ces feux follets, une étoile filante qui a brillé dans le ciel de l'Afrique et qui l'a éclairé d'un long sillage de lumière et qui continue de nous illuminer encore aujourd'hui. Parce que, bah, oui, Thomas Sankara, un président comme lui, un Africain comme lui, un vaillant militant anti-impérialiste comme lui, ne doit pas être assassiné lâchement par un compagnon d'armes, un membre de son cabinet, littéralement, sous prétexte qu'il y a des puissances impérialistes qui sont en train de le manipuler lui
Et que quand le coup est arrivé, il a parlé de rectification. Ça veut dire qu'il avait des reproches à faire à Thomas Sankara. Vous ne rectifiez pas quelque chose auquel vous adhérez, n'est-ce pas? Bon, voilà. Donc il a fait sa rectification et il a tenu le pays, on sait comment, pendant 27 ans, en instaurant une dictature. Ce que ne faisait pas Thomas Sankara. Voyez, tout ce que Sankara ne voulait pas, lui, il est retombé dedans. Donc, quelque part, le crime lui a profité. Et s'il ne l'a pas condamné, littéralement, ce crime, alors on peut considérer à juste titre qu'il en était aussi le bénéficiaire et pourquoi pas le commanditaire. Alors, maître, au-delà de tout, quel message on peut avoir à travers ce procès? Message non seulement pour le Burkina Faso, mais également pour l'Afrique. C'est que quelque part en Afrique aussi, vous savez, ce qui a fait du bien à l'histoire, c'est que les nazis aient été jugés. Vous voyez, on a fait le procès de Nuremberg. Le procès de Nuremberg, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Mais à la suite du procès de Nuremberg, il y a eu 1948, le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous voyez, René Cassin, qui a été un des architectes de ce texte, siégeait à Nuremberg. Donc, quelque part, il a fallu tirer les leçons de cette abomination qu'a été le national-socialisme et le fascisme et ses atrocités nazies, pour comprendre, en fin de compte, ce que nous devons exiger comme droit de l'homme. Donc, je voudrais qu'on en tire la leçon aussi, que dans tout pays où on commet de façon lâche un assassinat politique, les commanditaires ne devraient jamais être protégés par quelque immunité que ce soit. Voilà. Certains s'arrangent bien en disant non, on a voté, on a pris des lois pour immuniser contre quelque poursuite que ce soit. Eh bien, les Burkinabés sont passés outre. Ils sont allés plus loin. C'est la leçon à retenir. C'est la leçon à retenir en disant qu'il y a des crimes qui doivent être imprescriptibles. Éviter une guerre en Europe, la France, l'Allemagne et la Pologne ont affiché leur objectif commun et leur unité après un marathon diplomatique d'Emmanuel Macron, le président français, qui assure avoir des solutions concrètes à la crise russo-occidentale liée à l'Ukraine. Alors, on a vu Maître Éric Emmanuel Sosa, le président français, en Russie. Il a rencontré le président Vladimir Poutine. On l'a vu également rencontrer le président Zelensky. On l'a vu également aux côtés du président Andrzej Duda de la Pologne. Est-ce que vous pensez qu'il a la solution magique? Que le président Macron a la solution magique? Oui. Certainement pas. Non, je ne pense même pas que lui-même ait cette outrecuidance. Non, pas du tout. Personne ne détient la solution magique. Mais la contribution du président Macron à ce qu'on a appelé le désescalade, est tout à fait recevable et de bonne loi. Parce que, moi, j'en juge par la longueur de l'entretien. 3 heures, 6 heures en tout, parce qu'il y avait en plus le temps des interprètes à rajouter. Donc en fait, 3 heures d'entretien direct, face à face, il faut avoir à se dire dans ce genre de situation et de dossier. Donc ça veut dire, quand on s'est assis face à face, c'est pas pour parler de la pluie et du beau temps. C'est pour parler de problèmes géopolitiques importants. Et tout le monde sait, vous savez, c'est une guerre d'influence après tout. D'accord? Bon, l'Ukraine était une république satellite de l'Union soviétique, c'était Moscou, d'accord? L'Ukraine est un pays voisin de la Russie, et la Russie sans l'Ukraine ne pourra pas avoir les prétentions géostratégiques qu'elle veut avoir. La Russie se veut une puissance moyenne, certes, mais une puissance quand même dont la voix compte dans le monde. Et en fait, tout ça, c'est pour savoir qui va avoir la main sur les mers du Nord. C'est ça principalement l'enjeu, en fait. Donc, la France, l'Europe, ne peuvent pas être en reste. Et ils veulent savoir, parce que, bon, en fin de compte, maintenant, on retombe quelque part dans la bipolarité de la guerre froide, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est dans un nouveau paradigme, l'Ukraine
qui va passer dans l'autre camp, alors qu'avant, il était dans le camp soviétique. Voilà, en gros, c'est ça. Alors maintenant, la question à se poser, c'est pour les Ukrainiens, quelle est la tutelle la plus confortable, la plus conforme à leurs intérêts en tant qu'État, parce que, qu'on le veuille ou non, Visiblement, ils choisissent l'Europe. oui, mais parce que, écoutez, c'est vrai, mais ils choisissent, attention, les hommes politiques et une certaine classe politique ukrainienne choisit l'Europe. Voyez? Et si on faisait un référendum véritable en posant les bonnes questions, parce que la question n'est pas de savoir si on est copain des Russes ou copain des Belges, c'est pas ça la question qui sera posée. Qu'ils le veuillent ou non, ils sont condamnés à avoir un destin commun avec les Russes, les Ukrainiens, du fait du voisinage. Il vaut peut-être mieux qu'ils vivent en paix entre eux, entre voisins d'abord. Parce que bon, ceux qui tonnent au nom de l'OTAN et au nom d'une certaine idéologie, parce qu'en en fin de compte, tout ça en est emprunt un tout petit peu quand même. Washington, bon, le temps qu'ils arrivent avec leur tank, l'Ukraine est atomisée, hein, fini. Ah oui, bon, mais s'ils veulent faire la guerre atomique, s'ils lancent la bombinette sur Moscou, Volgograd ou autre, ils vont taper également à Kiev. Faut pas croire. C'est pas aussi chirurgical que ça, comme on dit. Donc, en fin de compte, se faire peur en disant oui, bon, on menace, on va attaquer. Attaquer les Ukrainiens, dans quel intérêt aujourd'hui? Sincèrement, les Russes ne vont pas faire cette folie-là. Ils savent que, décidément, non, il y a une énergie stratégique euh, qui est dotée d'une force de frappe qui va s'exprimer. Donc, ils ne vont pas le faire. Maintenant, il faut qu'on se parle. De quoi s'agit-il et qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que nous voulons? Je salue le président Macron d'avoir eu le courage politique en pleine campagne électorale, parce que bon, c'est presque fait, quoi. Il est candidat. Alors, en étant quasi candidat, d'aller se coltiner un dossier aussi difficile, il y faut du courage. Et il en démontre certainement. Alors, quand on voit l'acuité, si on peut le dire, de la crise, vous voyez véritablement, maître, que le choix du président Macron et le choix du chancelier allemand, Olaf Scholz, sont quand même à apprécier, j'allais dire. Mais oui, oui, attendez, vous savez quoi? Euh, on a cité les deux pays, hein. L'OTAN, principalement, c'était, si on a créé l'OTAN, c'était pour tenir les Allemands euh, à côté, très sages, d'accord, mettre les Américains dehors et rester entre soi en Europe en ayant une sécurité européenne, euh, même si c'est sous protection américaine, d'accord, mais en ayant une sécurité européenne, on va dire opérationnelle entre soi. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est à peu près les pays majeurs qui parlent. L'Allemagne, la France, qui n'a pas encore fait le chemin de Moscou. Mais pour l'instant, Il a fait le chemin de Kiev. oui, il a fait le chemin de Kiev, mais pas celui de Moscou. Bon, mais alors, si vous voulez, comme en fin de compte, c'est là le problème, c'est que tout le monde sait maintenant où se trouve le levier de la puissance véritable. On ne va pas à Kiev, on va à Moscou. Vous voyez? On va parler de Kiev à Moscou. Dans la symbolique, ça veut dire que eux-mêmes ont consommé le caractère hégémonique de la relation qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine. Donc, il vaut mieux aller convaincre celui qui détient la laisse pour lui demander de relâcher un tout petit peu la bride, plutôt que de venir secourir, vous voyez, celui qui est otage de la situation. Donc, disons que dans sa caricature, la situation nous dit clairement quel est l'enjeu de pouvoir qui se déploie devant nous. Donc, Merci beaucoup à vous, maître Eric et Emmanuel Sousa. C'est toujours un plaisir de vous avoir c'est sur un ce plaisir plateau. toujours partagé. Allez, on Merci. marque la pause pour
Le journal est derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.